Et bonjour à tous et merci à Ménart de permettre cet échange autour d'un sujet qui est un sujet d'une très grande importance pour les artistes, celui de la mobilité et de la respiration, qui sont deux thèmes extrêmement nécessaires à tout artiste pour faire connaître son œuvre, pour exister en dehors de son pays et notamment pour les pays qui sont aujourd'hui dans une situation de très grande détresse, comme certains pays qui sont présents aujourd'hui à la foire à Ménart, qui est actuellement à Paris. Permettre aux artistes de développer leur réseau, parler de ces sujets. Nous avons aujourd'hui plusieurs personnes autour de la table qui ont lancé des initiatives de nature très différente. Ce sont des personnes qui sont elles-mêmes de profils très différents et à qui je vais demander de se présenter, de présenter leurs actions. Toutes ces personnes donc œuvrent pour apporter mobilité et respiration aux artistes. Alors je vais commencer par Johanna Hadjitouma et Tarek Ratwi, qui sont eux-mêmes deux artistes, qui ont justement réussi de manière admirable à développer leur visibilité et leur notoriété dans le monde de l'art à l'échelle mondiale. Et donc, je crois que c'est très intéressant de les écouter. Johanna est une artiste plasticienne et également une réalisatrice dans le domaine du cinéma. Tarek est à la fois artiste et musicien. Et ils ont créé ensemble, suite à la grande explosion, la terrible explosion qui a touché le Liban en août dernier, une plateforme qui s'appelle Correspondance, qu'ils ont créée également avec d'autres artistes et d'autres acteurs du monde de l'art, avec pour objet donc l'accompagnement en France d'artistes libanais ou résidents au Liban pour une période de quelques mois, un accompagnement de différentes natures, je les laisserai développer, mais un accompagnement avec également pour objet de les aider à retourner au Liban. C'est un sujet qui est très important pour Correspondance, permettre le retour au Liban dans de bonnes conditions et ne pas vider le pays de tous ses talents. Alors, Correspondance a bénéficié du soutien de différents acteurs privés et publics, et entre autres, notamment du soutien de l'Institut français du Liban, et dont nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Marie Biscay, qui est directrice de l'Institut français du Liban et qui est avec nous donc en direct depuis Beyrouth. L'Institut français donc contribue également à l'accompagnement des artistes à travers de multiples actions de soutien à des artistes au Liban, mais également des soutiens des artistes pour les accompagner en France. Et une des actions dont on a beaucoup parlé récemment et qui a été lancée il y a juste quelques semaines, c'est le programme NAFAS. Alors NAFAS veut dire respiration en arabe, et donc le choix de ce terme est très important. C'est probablement celui qui a également contribué à terminer le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui. Donc il est significatif de l'importance d'apporter de la respiration aux artistes et à travers notamment là aussi des résidences qui sont ouvertes en France pour des artistes libanais ou des artistes vivant au Liban. Donc Marie va nous en parler. Alors là, on a beaucoup parlé d'artistes du Moyen-Orient, du Liban, mais la table ronde couvre également des territoires différents. Et nous avons avec nous à la fois Sandra Egedus et Judith Depaul, qui elles, donc, s'adressent à des artistes du monde entier, mais également des artistes français pour Sandra qui ont envie, eux, de faire découvrir leur travail à l'extérieur de la France et qui ont envie d'avoir développer des projets qui s'adressent à l'international. Donc Sandra et Judith qui ont des démarches très différentes et complémentaires. Donc Sandra, beaucoup de gens la connaissent en France, c'est une grande collectionneuse et mécène qui a fondé Sam Art Project il y a plus de 10 ans aujourd'hui, avec pour propos de promouvoir sur la durée des artistes de pays émergents, et également des artistes français qui souhaitent développer un gros projet à l'international. Le Sam Art Project, c'est à la fois un prix annuel
qui sélectionne un artiste, qui lui donne beaucoup de visibilité et qui l'expose au Palais de Tokyo. Un artiste français qui a un projet à l'international, d'ailleurs, il faut le préciser. Et puis des résidences d'artistes. Pendant une dizaine d'années, Sandra a offert des résidences d'artistes à des artistes étrangers souhaitant séjourner en France. Et Sandra est accompagnée par un comité d'experts de très grande qualité et de renom. Enfin, Judith, qui, elle, est metteur en scène, qui a développé de nombreuses et diverses initiatives dans le domaine du théâtre, et qui a créé il y a 4 ans l'Atelier des artistes en exil, qui est une association très ambitieuse qui a réussi à lever des financements très importants, et avec une démarche cette fois très humanitaire, très sociale. Il s'agit d'accompagner des artistes en situation de détresse, souvent des artistes en exil en France, de toute nationalité, et de les accompagner à la fois sur le plan social, sur le plan personnel, administratif, apprentissage de la langue, recherche d'un logement, mais aussi de leur permettre de vivre de leur art et, dans certains cas, de leur donner de la visibilité dans le cadre d'événements. Donc, je laisserai Judith nous en parler de manière un peu plus détaillée. Donc, je donne la parole à Johanna et à Tarek, et ensuite nous développerons le thème de la conférence et nous répondrons à vos questions. Bon, merci beaucoup, Maria. Merci, Maria. Merci. Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. Stade et moi, on va vous parler un peu de la plateforme qu'on a créée à partir du mois de septembre 2020. Nous l'avons créée, on est un groupe d'amis déjà à la base, donc il y a Tarek Atwi, il y a Khalil Jrej, il y a Sandra Darer et Sandra Terjman. Et en fait, tous les 5, après l'explosion du 4 août, effectivement, qui a été extrêmement dévastatrice à tous les niveaux, mais aussi avec toute la remise en question de l'art contemporain et de la situation de l'artiste au Liban depuis quand même l'effondrement économique, politique, social, total du pays. On se posait déjà beaucoup de questions et en septembre, tous ensemble, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des questions qui nous agitent et nous hantent continuellement de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, comment on peut aider. Comme on avait été contacté par plusieurs amis, dont Sandra par exemple, pour aider d'autres artistes, nous proposer des résidences, voir qu'est-ce qui pourrait leur faire du bien aux gens qui ont vécu des choses traumatiques et aussi des choses très compliquées pour continuer à travailler et à se projeter. Et là, on s'est dit peut-être que ce qui serait le mieux, c'est de leur demander ce dont ils ont besoin. Et donc, on a créé cette plateforme, qui est une plateforme, moi j'aime bien avec mes amis avec qui on a créé ça, dire que c'est une plateforme d'aide et d'entraide. C'est-à-dire, c'est totalement horizontal comme démarche. On aide aujourd'hui, on sera aidé demain. Tout le monde se met au service, on se met au service les uns des autres, et c'est comme la constitution d'un réseau. Donc, Correspondance travaille sur plusieurs possibilités. Il y a bien sûr, ce qui se passe, c'est que les gens vont sur le site, ils remplissent un petit formulaire, il n'y a pas de sélection, ce n'est pas à nous de sélectionner les demandes, et chaque demande est traitée par nous. Mais ça peut être une aide au voyage, une aide à la résidence, parce que NAFAS faisant des résidences, comme Marie va vous l'expliquer, nous, on peut aider la résidence, on peut aussi aider la personne qui est en France et qui a besoin de conseils, de conversations, d'échanges à tous les niveaux. Et pour ça aussi, on a demandé à des correspondants de l'art et de la culture en France de se mettre un peu au service, à disposition de ces personnes. Donc, on peut juste avoir un artiste peut juste avoir envie de parler, d'échanger. Tout ça, c'est aussi pour donner l'oxygène, pour que les gens restent au Liban, qu'ils fassent des choses ou qu'ils voyagent s'ils veulent, ils sont totalement libres de leur mobilité comme ils veulent, mais pour qu'on crée comme ça ce réseau fort entre nous de solidarité et d'aide. On commence par la France, mais on voudrait le développer dans d'autres pays aussi. Peut-être tu veux parler un peu.
Oui, merci. Merci déjà, Johanna. C'est super. En fait, nous, on est arrivé à ce que décrit Johanna suite à beaucoup de brainstorming, beaucoup de réunions entre nous 5 membres fondateurs. Et en fait, ce qu'on on s'est jamais considéré comme une entité d'aide, une structure d'aide de plus dans le paysage culturel du Liban et de la région. Au contraire, on s'est tout de suite vu comme un complément, quelque chose qui viendrait renforcer la démarche ou le travail que certains font, comme Marie à l'Institut français et le programme NAFAS, par exemple. Et notre idée était de créer un autre type de brèche, c'est-à-dire il y a des types de brèches qui sont institutionnelles pour des artistes pouvoir faire des demandes d'aide, des demandes de résidence, des demandes d'aide à la production. Nous, c'était pas ça, c'était plus d'ouvrir une brèche discursive de personnes qui ont envie qu'on parle de leur pratique, qu'on parle de leur travail, en tant que collègue, de se sentir entouré par des collègues en qui ils ont confiance ou dont ils aiment le travail et de se sentir écouté. Et c'était vraiment la première impulsion, je dirais. Et on est parti avec ça. Euh, et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire maintenant nous sommes à peu près plus de 40 avec le réseau de correspondants qu'on a, des personnes toutes géniales qui ont accepté de donner de leur temps, qu'ils soient artistes libanais ou français, réalisateurs, chorégraphes, musiciens. Euh, un réseau, comme dit Johanna, de personnes qui s'accordent du temps et qui parlent à des personnes plus jeunes des fois plus âgées, de réalités très différentes qui sont issues, encore une fois, pas juste du contexte de la crise, de l'explosion, mais de la crise générale du Liban et de la région. Et je peux dire que de notre côté, on est en plein dedans actuellement et c'est une initiative qui, pour moi, en tout cas, je peux parler de moi, elle est super enrichissante dans le sens, elle m'a fait rencontrer plein de gens que je ne connaissais pas. Et pour ces gens-là aussi, elle a ramené autre chose que un dossier qu'on dépose auprès d'une institution ou une demande d'aide. Non, là, il s'agit beaucoup de conversations critiques, de brainstorming, des fois même sur des idées, et puis d'écouter et d'essayer le plus possible de comprendre la réalité d'une pratique et sa complexité, parce que aussi chez les artistes du Liban et puis de ceux qui habitent au Liban, il y a leur travail artistique, mais il y a aussi comment ils emploient ça dans d'autres scénarios et d'autres réalités, c'est-à-dire comment ils travaillent l'image en relation à la mode ou à des choses, des fois, qui ne sont pas du domaine artistique, mais qui constituent aussi leur démarche et qui y sont. Donc voilà, en gros, sans en rajouter plus, c'est de l'écoute, du soutien et, et voilà, de l'hospitalité dans un sens de collègue. Voilà, Ça, il y a de la ça. communauté. C'est comme un relais en fait, c'est-à-dire que nous, toutes les demandes qui peuvent être faites, nous, on en discute entre nous et puis on se dit, bon, toi, tu vas parler à cette personne, ce serait génial de la mettre en contact avec ce cinéaste, ce chorégraphe. Là, on réfléchit tous ensemble et ça nous semble être un accompagnement déjà que nous, on souhaiterait pour nous-mêmes. Donc, on est encore plus heureux de le donner à d'autres et ça commence à être, justement, quand je parle d'horizontalité, c'est que c'est du partage. Moi, je dis que Oui. c'est une plateforme de partage surtout. Oui. Et voilà. Oui. C'est ça qui est le plus important en ce moment, c'est la solidarité, le partage, le relais, la discussion. Parfois, la conversation, elle peut nous mener à des choses qu'on ne s'attendait pas. Et on peut dire aussi que les demandes qu'on a eues jusque maintenant ou les personnes avec qui on a discuté, ça a vraiment balayé une très large panoplie de choses. Ça allait des fois, comme je disais, de demandes de conseils à des demandes de conseils en production, de dire comment vous avez réalisé, vous, ce projet-là, à qui vous contacterez pour développer telle photo ou pour travailler tel type de matériaux, où est-ce que je peux trouver je ne sais pas, des choses des fois très pratiques et pragmatiques à des choses des fois oui, plus consistantes, de parler à des commissaires ou de parler à des gens ou des champs plus spécialisés. Et on essaie, à travers correspondance, justement, de connecter les gens, de créer les rapprochements entre ces
différentes demandes et les correspondants qu'on a. Et notre réseau s'élargit, comme disait Johanna aussi, au fur et à mesure. Parce que demain, peut-être les personnes qu'on a aidées seront les correspondants de demain. Exactement. Comme Exactement. Ça, et ça s'élargit pour qu'on puisse continuer ça. Oui. Et donc, Marie, vous avez accompagné donc, cette initiative correspondance. Vous êtes en lien étroit, je crois, avec Johanna et Tarek, mais vous avez également d'autres actions, comme on a dit, le programme NAFAS. Si vous pouviez peut-être développer un peu différentes initiatives de l'Institut culturel aujourd'hui autour des artistes au Liban, en France. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour de Beyrouth. Alors nous, à l'Institut français, effectivement, on est en contact avec Tarek et Johanna et beaucoup d'autres artistes, mais ils ont vraiment volé de leurs propres ailes. Hein. C'est juste une mise en contact et je crois qu'on a aussi juste simplement un petit peu partagé avec eux, voilà, dans cette idée de partage. Ça a été notre contribution. Le gros programme que nous avons mis en place cette année, et en fait déjà depuis, on l'a initié déjà à la fin de l'année 2020, c'est donc ce programme NAFAS, qui est un programme inédit, qui est né, donc un programme de résidence pour artistes libanais en France. Ce programme, il est né, on l'a conçu assez rapidement après les explosions du 4 août, en partenariat et de manière très collective avec l'Institut français à Paris, avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et un acteur qui est l'association des centres culturels de rencontre. Des centres, oui c'est ça. Et en fait, nous nous sommes mis ensemble pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette scène artistique libanaise qui était une partie si importante de l'identité du Liban et qui se retrouve, bien sûr, après les explosions du 4 août, qui ont particulièrement touché des quartiers où la vie artistique était très forte, à Beyrouth avant, mais aussi très touchée par presque une année auparavant de crise. Hein, et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. C'est le public en France a sans doute vu les explosions du 4 août, mais auparavant, il y a eu la Thawra, la révolution libanaise en octobre 2019. Il y a eu donc des mois en fait de paralysie sociopolitique, puis une crise économique majeure dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Et c'est vraiment cet ensemble cette succession de crises qui a plongé le monde de la culture, plus bien sûr, plus la crise sanitaire évidemment, qui a plongé je crois, la scène artistique libanaise dans un état je crois de dépression. C'est un mot un peu, en tout cas moi, quand je suis arrivée fin août à Beyrouth, c'est l'état dans lequel j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui nous disaient je ne vais plus pouvoir trouver la force de continuer. Je suis au bout du rouleau. Et on s'est dit, dans l'état dans lequel était au moins la capitale libanaise et presque tout le Liban état de choc, on s'est dit, il faut au moins qu'on puisse faire une chose, nous, sachant que la France est quand même des liens très étroits avec le monde de la culture libanais. On a senti qu'on pouvait faire quelque chose pour assurer au moins la poursuite de la création artistique. Certes, les lieux de diffusion qui étaient dans les quartiers détruits vont mettre des mois, voire peut-être pour certains des années à se reconstruire. Certains ne se réouvriront pas tout de suite, mais en attendant, essayons de faire en sorte que ces artistes libanais, dans leur diversité, de manière complètement pluridisciplinaire, puissent avoir un espace de création. Et plus qu'un espace, il y a l'espace physique, il y a l'espace mental, et est venue cette idée de respiration. Ils nous ont dit on a besoin, et en fait ça s'est traduit par ce qui est le thème de notre atelier aujourd'hui, c'est-à-dire par le besoin de mobilité. On a besoin de sortir de notre environnement. On étouffe ici actuellement aujourd'hui.
au Liban. On a besoin de cette respiration pour retrouver le goût de la création, pour retrouver cette capacité de création. Et donc voilà, pardon cette introduction un peu longue, mais je crois que c'était important d'expliquer ce contexte. C'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble, tous les acteurs que j'ai cités au début, pour réfléchir à en fait mettre en commun nos moyens, parce que nous avions chacun, l'Institut français du Liban a chaque année un petit programme de résidence d'artistes, l'Institut français à Paris aussi, les centres culturels de rencontres ont l'habitude de recevoir des artistes, mais là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se mettre tous ensemble pour créer un grand programme massif pour faire face à une situation inédite. Et donc voilà, donc c'est ce programme NAFAS qui a plusieurs composantes, hein, puisque chaque acteur a gardé un petit peu son identité, ou en tout cas ses processus de sélection. Vous en parliez, Maria, en introduction. Ces processus de sélection, ces lieux partenaires. Les lieux d'accueil sont, on a plus d'une quarantaine de partenaires, de lieux d'accueil partenaires en France. Et on a lancé déjà des premières résidences dès fin 2020 pour répondre à des besoins qui étaient vraiment urgents pour certains artistes. Et puis là, on est dans la fin du processus de sélection pour le plus gros du peloton, si je puis dire, avec des artistes qui vont arriver en France dès le mois de juillet en principe, et ça va s'échelonner jusqu'au printemps, jusqu'au mois de mars 2022. Donc voilà, dans plus de 40 lieux d'accueil et pour 100 artistes libanais au moins. Je dis au moins parce que en fait, ce programme prend tellement d'ampleur que nous commençons à être contactés par des mécènes qui veulent nous aider à aller plus loin et à voir encore plus grand. Donc, c'est un processus qui va peut-être se poursuivre encore un peu. Voilà pour l'essentiel. Bien, mais tant mieux, c'est effectivement, s'ils vous contactent spontanément, c'est formidable. C'est le couronnement de vos actions. Écoutez, puisqu'on parle de mécènes, on peut peut-être passer à Sandra Gédus. Donc, Sandra, tu es collectionneuse et mécène, mais tu as aussi donc développé ce projet extrêmement ambitieux et pour lequel on peut avoir beaucoup d'admiration. Si tu peux nous en parler, développer un peu ce que j'ai pu. Donc, en fait, ce n'est pas un projet de mécénat, c'est de la philanthropie, vu qu'il n'y a aucune marque, je ne vends rien, je suis juste une personne, je ne suis pas une entreprise. Donc, ce n'est pas du mécénat. Le mécénat, normalement, c'est lié à promouvoir une marque. Je viens du Brésil, donc très loin du Moyen-Orient, même s'il y a plus de Libanais chez moi que chez vous, au Brésil. Dans ma ville de São Paulo, je crois, il y a beaucoup plus de Libanais qu'au Liban. Donc, mon projet n'est pas du tout un projet dans l'urgence comme vos projets, parce que j'ai fait venir des artistes des pays non européens. Bien sûr, ça inclut les Moyen-Orient, mais ça inclut le monde entier. On a eu des gens qui sont venus d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l'Inde, de Turquie, que j'accueille à Paris dans le but de développer des nouveaux travaux pour donner beaucoup de visibilité aux artistes en faisant une exposition solo au Palais de Tokyo. Ça m'est arrivé, par exemple, justement l'été dernier, d'appeler Johanna pour essayer d'aider dans l'urgence ce qui s'est passé au Liban. Et on a trouvé une résidence pour un artiste libanais. Mais ça, c'était plus entre moi et Johanna. Mais sinon, pour Sam, les artistes sont choisis par un comité d'experts, des gens qui sont des institutionnels français. Et on a 1 ou 2 par an ou 3. Ça dépend de l'année. L'année dernière, année Covid, on n'a eu aucun. Et là, on a 4 expos en attente. Donc, bon, ça dépend. Pour les prix SAM, c'est pour tout artiste et non seulement français. Donc, s'il y a des Libanais qui vivent en France et qui sont aujourd'hui considérés la scène française car ils vivent et travaillent en France, ils peuvent postuler au prix SAM pour l'art contemporain en envoyant des projets. D'ailleurs, Judith Oruba, elle a envoyé un projet l'année dernière et même j'ai déjà eu un projet des Johanna et Halil.
on a fini par montrer une partie du projet au Brésil. Et donc, on envoie un artiste, ce qu'on appelle au sens très large la scène française, réaliser un projet qu'il aura envoyé auparavant dans un pays non européen. Donc, c'est un peu comme si Paris était un hub et on envoie ceux qui sont ici ailleurs et on reçoit ceux qui sont ailleurs ici. Voilà. Bien, mais merci Sandra. Je crois qu'on reviendra aussi à effectivement tes actions lorsqu'on parlera de sujet de la sélection, parce que toi, tu fais ça de manière très pointue. Je termine par Judith, qui va nous parler de tout ce qu'elle a développé autour de son atelier des artistes en exil. Le terme exil est un terme assez fort d'ailleurs. Au départ, nous avions d'ailleurs pour idée d'en faire, de l'intégrer dans le titre de notre table ronde, puis on s'est aperçu que finalement, ça allait peut-être un tout petit peu trop loin, que ça dépassait les actions de tout le monde autour de cette table ronde. Mais Judith, vous, c'est vraiment ça votre propos, c'est d'accompagner des artistes qui sont en situation qui a besoin d'un très gros soutien en tant qu'artiste, mais en tant que personne. Et je pense que c'est important que vous nous en parliez un peu et comment les aider, voilà, à tous égards. Judith, vous êtes sur... Bonjour et merci de votre invitation. Oui, effectivement, alors l'Atelier des artistes en exil a été fondé en 2017 suite à une réflexion notamment menée avec des artistes syriens autour d'un festival qui avait été organisé dans un lieu à Paris qui s'appelait Confluence, qui a été fermé depuis. Et vraiment, l'idée de fonder cet atelier est née d'un grand nombre de conversations qu'on avait avec ces artistes sur en fait leur désarroi par rapport à comment s'intégrer dans le milieu culturel français, comment comprendre comment fonctionnait effectivement la production, tout ce qui a été évoqué. C'est-à-dire, en fait, quand on est un artiste professionnel et qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est quoi les règles, à qui on doit s'adresser, comment ça fonctionne. Donc, vraiment, c'est parti de là. Et en réfléchissant, on s'est rendu compte que ce serait sûrement difficile de départager le parcours individuel du parcours artistique parce qu'ils sont évidemment extrêmement et étroitement liés. Et dans le cas de l'exil, qui pour nous est en fait le choix irrémédiable de ne pas rentrer dans son pays parce que ce n'est pas possible, parce que votre vie est en danger, que ce soit des raisons politiques, que ce soit des raisons ethniques, religieuses, genrées, sexuelles, parce qu'il y a beaucoup de raisons différentes. On est obligé de vivre dans un autre pays. Alors, comment est-ce que ça se passe et comment on fait? Donc, c'était vraiment ça le point de départ. Et donc, de réfléchir à cette structure qui est avant tout, en fait, un endroit de travail. Donc, nous sommes au cœur de Paris, au 6 rue d'Aboukir. Nous avons 1000 mètres carrés à disposition pour les artistes. C'est un lieu pluridisciplinaire, donc on est vraiment sur tous les champs disciplinaires, les arts plastiques, mais aussi la danse, le théâtre, la performance, la littérature, le cinéma, le stylisme, la musique. Et en fait, c'est d'abord un outil de travail où on peut avoir une place pour un atelier pour travailler, mais aussi un espace de répétition quand c'est une autre discipline et on peut se remettre au travail. Donc, la première chose, c'était comment est-ce qu'on se remet au travail? Mais effectivement, quand on est en exil, il y a la question des papiers et qui est une très lourde démarche. Pour certains, ça prend plusieurs années avant de pouvoir obtenir des papiers, de pouvoir retrouver une mobilité. Et donc, ce sont des moments qui sont assez lourds et on trouvait que c'était très important que les artistes puissent se remettre au travail tout de suite et ne pas attendre que ces choses-là soient réglées, puisque ça, comme je l'ai dit parfois, parce que avec certains pays, les relations sont compliquées, parce que parfois certains dossiers sont compliqués, parce que quand il y a le Covid, etc., beaucoup de choses mettent beaucoup de temps, que les artistes puissent vraiment se reconnecter avant toute chose avec leur pratique.
Et donc, comme je l'ai dit, on fait quelque chose d'inédit, c'est-à-dire qu'on a décidé de le mettre dans une même association, cet accompagnement administratif qui prend, comme vous l'avez dit au tout départ, des aspects très divers. C'est aussi bien un accompagnement linguistique. On a inventé un programme qui s'appelle Apprendre le français par l'art, qui s'appuie sur un socle de visite d'exposition. Donc, c'est à la fois, voilà, comme ça, connaître le milieu culturel, ce qui se fait dans les grandes institutions muséales parisiennes et en même temps, voilà, apprendre le français grâce à ça, mais aussi donner des opportunités de travail, recherche de résidence, recherche de bourse, recherche de visibilité. On organise un festival depuis 2017 qui s'appelle Vision d'Exil. On organise un certain nombre d'événements, on répond à pas mal de demandes de programmation. Évidemment, après, il y a toutes les questions qui sont propres à l'exil. Et nous, ça nous semblait vraiment très difficile de les départager. On a à peu près 45 nationalités différentes. Donc, voilà, là, par exemple, on s'apprête à accueillir des artistes birmans. On a à peu près, je dirais, 35% de femmes. Voilà, ce qui est pas mal au regard de ce qui se passe dans la production artistique et aussi dans le système de la migration. Et pourquoi choisir le mot exil? Parce qu'on ne voulait pas que les personnes soient renvoyées à un statut administratif et que néanmoins, c'est un vrai choix, un choix assez grave, celui voilà, de décider ou d'être contraint de partir. Et donc de savoir qu'au moins jusqu'au moment de l'obtention de la nationalité française, et parfois pas toujours pour tous les artistes, puisque certains ont parfois des condamnations à mort qui pèsent sur leur dos, de savoir qu'on ne va pas pouvoir revenir dans son pays. Parfois, on part aussi en situation d'urgence sans dire au revoir à sa famille. Voilà. Donc voilà, on est vraiment avec ce type de public, d'artistes qui ont fait ce choix-là. C'est un choix qui est très douloureux et qui s'accompagne souvent de périodes assez difficiles. Merci. Sachant que le label Artiste en exil est à la fois, je crois, important parce que c'est une réalité et puis elle peut être difficile à vivre, Judith. C'est-à-dire qu'il peut parfois être elle est souvent accompagnée de ce qu'on appelle sur la qualité d'artiste. Elle est souvent accompagnée, comme tous les gens qui ont vécu des traumatismes, de ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques et qui font partie de façon inhérente après du parcours de l'artiste. Donc, il faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire avec parfois des périodes de grand doute, des périodes qui peuvent être passées par des moments de dépression et de découragement. Et c'est vrai que du coup, de remettre au cœur la pratique artistique est très importante et de dire aux artistes qu'on peut les accompagner pour qu'ils vivent de leur métier et non pas qu'ils se sentent obligés de partir vers d'autres professions qui vont s'éloigner de leur première, de ce qu'ils sont réellement. Après, il existe aussi d'autres, on n'est pas les seuls à accompagner les artistes en exil en France. Vous avez parlé de la CCR. Ils ont aussi un programme qui s'appelle Nora, qui est sur le même système que NAFAS, qui est aussi un appel à projet annuel dans les centres culturels de rencontres. Mais encore plein d'autres choses. Nous, on vient de rentrer dans le programme Pause du Collège de France. On a quelques artistes qui sont en résidence en école d'art. Et là, on a 13 artistes qui ont posé des candidatures dans 10 écoles d'art pour être en résidence pendant 1 an en école d'art. Donc voilà, on essaye, nous aussi, pareil, on n'invente pas des choses, on essaye juste d'innerver ce qui existe déjà et de mobiliser le maximum d'acteurs, quel que soit le niveau en fait. On est très, je dirais, on essaye vraiment d'innerver à tous les endroits, que ce soit au niveau de l'institution, au niveau des réseaux labellisés, au niveau aussi de la société civile, parce qu'on a aussi parfois des choses très jolies qui existent de citoyens qui organisent des résidences spontanées dans leur maison, proposant aux artistes de venir s'installer à un moment donné dans un espace et de faire des expositions. Donc on essaye vraiment de faire des contacts, un peu comme ce que tu as dit, Tariq, c'est vraiment créer du contact, créer des ponts et ne pas arrêter de se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait encore connecter, parce que c'est sans fin en fait. Il y a tellement de choses à connecter ensemble. Oui.
aussi pour toutes ces raisons-là, voilà, trouver un partenariat pour faire ceci, pour faire cela. Et comme chaque artiste est un individu et une personne à part, et ben chaque accompagnement est individuel et donc supposément un nouveau partenariat à inventer pour chacun des artistes. Et Judith, pardon, si je peux me permettre, combien d'artistes aujourd'hui, disons, ont recours à l'initiative ou Alors, on est à peu près depuis 4 ans, je pense qu'on a accompagné 350 artistes et on est toujours entre 120 et 150 artistes, toutes disciplines confondues, sachant que la concentration est assez grande, évidemment, en Île-de-France, mais qu'il y en a sur tout le territoire français et qu'on essaye maintenant d'ouvrir des antennes. On va sûrement s'installer chez Artagon à Marseille, dans les usines Ricard. On va ouvrir comme ça une petite antenne à Marseille et on va sûrement aussi ouvrir une antenne à Lyon, voilà, parce que c'est 2 spots qui nous paraissent assez importants parce que, évidemment, quand on a un rapport direct avec les artistes, c'est toujours plus efficient que de le faire à distance. Maria, sans vouloir prendre ta place, mais je vois dans les Q&A qu'il y avait quelqu'un qui parlait de ce qui te posait la question. Il y a quelqu'un qui s'intéresse aux artistes irakiens. Judith, dans votre cas, c'est le cas, bien sûr. C'est une nationalité qu'on connaît, qu'on reçoit absolument. Quand je disais les Birmans, voilà, c'est les derniers en date parce que voilà, nous, on a carrément été contactés directement par l'Institut français qui cherche un certain nombre de résidences. Alors là, on est dans une situation un peu particulière. Les artistes qui partent de Birmanie ne savent pas encore le choix qu'ils vont faire. Vont-ils partir que quelques mois ou vont-ils décider de rester en France ? Ça, je crois qu'ils ne sont pas encore en état de comprendre. Ils sont très choqués par ce qui se passe, assez inquiets de leur sort parce que leurs frères, leurs collègues ont été arrêtés, certains tués. Donc voilà, pour l'instant, ils vont sortir, pour ceux qui peuvent encore sortir. Et puis après, je pense que sur place, peut-être qu'avec un peu de recul, ils commenceront à faire le choix de savoir s'ils font ce choix de rester ou s'ils retournent. En même temps, si la situation ne s'arrange pas, je ne vois pas très bien comment ils vont pouvoir rentrer chez eux. Ce que tu dis, en fait, Judith, c'est assez important aussi parce que les artistes que vous aidez dans votre initiative, c'est des gens qui ne peuvent pas forcément y revenir chez eux. Ils ne peuvent pas faire ce... C'est ça. C'est ce que je disais. À moins d'un changement radical de la situation de leur pays, ou à moins d'obtenir la nationalité française, où là, du coup, ils sont sous la protection de l'État français, ils peuvent rentrer chez eux. Mais pareil, il y a certains cas de personnes qui sont recherchées et qui seront arrêtées quoi qu'il arrive. Même la protection française, à mon avis, n'empêchera pas qu'ils se fassent arrêter. Donc après, c'est des cas par cas. Mais en tout cas, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas possibilité de rentrer dans son pays. Donc c'est un choix très, très lourd et très grave, et pourtant beaucoup le font parce que leur vie était vraiment menacée. Parce que si nous, on a mis cette plateforme, voilà, on a créé cette plateforme, et je pense aussi le programme NAFAS, c'est parce que ce n'est pas la même situation, mais il y a un exil intérieur qui est très fort. On se sent exilé de soi-même, de sa créativité aussi, de sa possibilité de reconnecter, mais aussi... Je voulais faire juste une petite remarque, c'est que la plupart des gens aujourd'hui au Liban, donc les artistes également, ne peuvent pas sortir du pays. C'est-à-dire que même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas parce que s'ils avaient un petit peu d'argent ou une carte bleue ne marche pas à l'étranger aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas la même démarche, mais on n'est plus libre non plus de nos mouvements. C'est-à-dire la plupart des gens ne sont pas libres de pouvoir prendre un avion hors pandémie, tout ça, mais même de pouvoir s'acheter un billet d'avion et utiliser leur carte bleue puisque l'argent est bloqué dans les comptes en banque. Donc, c'est une situation inédite où les gens sont un peu otages. Ils ne peuvent pas aller venir. Ils n'ont pas justement la mobilité. Marie, vous êtes en mute. Voilà. Peut-être pour préciser les choses, Johanna, en fait, les Libanais sont effectivement dans une situation paradoxale. Ceux qui veulent se rendre en France, ils sont dans la situation paradoxale qui était qu'ils pouvaient tout à fait, les frontières, au contraire, les frontières françaises ont été ouvertes à tous les Libanais. Après les explosions du 4 août, ça a été un geste politique
fort aussi que la France a fait à l'attention des Libanais en général. Donc, les frontières étaient ouvertes. Et c'était voilà, ça a été vraiment quelque chose qui a été décidé politiquement. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est qu'il y a des barrières financières terribles qui se sont dressées, puisque la crise bancaire au Liban fait que tous les montants sont bloqués dans les banques libanaises et les banques libanaises sont quasiment coupées des canaux internationaux. Et donc, tu as tout à fait raison sur le résultat, ça a été celui que tu décris, et ça a été une des motivations pour nous de faire ce programme de mobilité. Parce qu'on sait justement, et peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur cet aspect-là maintenant, on sait que la mobilité des artistes, le fait de pouvoir échanger, c'est essentiel à leur création, de pouvoir changer d'environnement, de pouvoir rencontrer aussi d'autres artistes, des artistes ou des professions artistiques complémentaires qui peuvent les amener à avoir un autre regard sur leur création, c'est essentiel pour eux. Et c'est pour ça que ce programme de résidence, on l'a créé dans le contexte exact que tu décris. Ça nous a semblé encore plus important que d'ordinaire. Oui, pour avoir le choix, parce qu'en fait, tout est une question de choix. Tu peux ne pas avoir envie de bouger. La mobilité, ça doit être un choix. Et c'est là où l'exil ne l'offre pas. Et souvent, aujourd'hui, au Liban, on n'a plus le choix de la mobilité. Même si elle n'est pas, c'est juste une mobilité éphémère, pas une mobilité. Et la plupart des gens ne veulent pas quitter forcément le Liban. Ils veulent juste pouvoir aller venir, échanger, ne pas se sentir justement otage. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est une grande différence entre un programme d'accueil d'artistes en exil et un programme de résidence, c'est la temporalité. Nous, en tout cas, notre programme de résidence, c'est comme ce que vous faites, Tar et Johanna. C'est un programme pour des artistes qui veulent avoir un temps limité à l'étranger. Les résidences du programme NAFAS, par exemple, ça varie entre 1 et 3 mois. 3 mois, c'est la durée d'un visa court séjour en France, juste pour vous donner, voilà, dans tout l'espace Schengen. Et ensuite, l'objectif, c'est le retour au Liban. Et nous, évidemment, l'un de nos objectifs, ensuite, et l'une de nos missions au sein de l'Institut français du Liban, c'est d'accompagner ce retour aussi, de l'accompagner par de la valorisation. Si on peut, on va essayer de mettre en place de la diffusion, on va travailler avec les partenaires locaux pour que l'enrichissement dont les artistes auront pu bénéficier en France, enfin je l'espère, se retrouve au Liban et que les Libanais puissent en bénéficier. Riche aussi d'échanges avec peut-être des artistes français qui voudront venir au Liban, etc. Et là, on rentre dans une dynamique d'échange. Alors ça, c'est pour le Liban. Il y a une des personnes qui a posé une question, qui a parlé d'un livre que je pensais vous recommander, je pense, dont je recommande la lecture, qui a été édité il y a quelques mois seulement, qui tourne autour des artistes syriens en exil. Ça s'appelle « Artistes syriens en exil, œuvres et récits », qui a été écrit par Denis Aldahan et Corinne Rondeau, qui est un ouvrage qui relate l'expérience personnelle d'une vingtaine d'artistes syriens qui sont exilés en France et qui, comme le dit Judith, n'ont certainement aucune perspective de retour, et la manière dont ils vivent ce sont des artistes qui sont de grands talents et dont ils vivent aujourd'hui leur insertion en France. Je crois que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Il y a aujourd'hui une exposition d'ailleurs à la Cité des Arts autour de ces artistes. Et je pense qui entre autres avec des visites organisées par Ménart. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser. On a pas mal parlé d'artistes en exil. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est important, qui concerne tout le monde aujourd'hui, c'est celui de la sélection ou pas des artistes. Et je crois que c'est un sujet qui n'est pas facile à gérer. J'aimerais qu'on échange un tout petit peu autour de ce sujet, sachant que Sandra notamment à cette démarche qui est une démarche qui est directrice de toutes ces actions, qui est donc c'est fait accompagner par un comité de personnes très autorisées dans le monde de l'art et qui sélectionnent des artistes qui sont considérés comme étant
à même de pouvoir donc prétendre à la fois au prix et à l'accompagnement en résidence d'artistes. Donc, c'est une démarche qui n'est pas, aujourd'hui, vous n'êtes pas tous dans cette démarche-là, évidemment, et Judith moins que les autres, mais qui s'impose aussi, parce que l'accompagnement d'un artiste, ce n'est pas l'accompagnement de n'importe qui, et qui est artiste, qui ne l'est pas. Donc, mais c'est une démarche complètement différente. D'une part, c'est pas un accueil dans l'urgence, c'est un accueil pour permettre à des artistes qui sont loin de l'axe du marché qui est l'Amérique du Nord et l'Europe d'avoir une visibilité. Je parle de l'Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient ainsi que de l'Asie. Beaucoup de ces artistes qui sont très confirmés chez eux ne sont pas du tout connus ici. Et donc, ça permet à ces artistes-là, souvent mid-career, de venir et pouvoir montrer leur travail. Ils sont parfois isolés. Vous serez d'accord avec moi, qui peut-être l'artiste le plus connu de la Bolivie, personne ici sait qui il est. Donc, et pourtant, le mec, il est formidable, mais il est là en Bolivie et personne ne les voit. Donc, le but, c'est de les faire venir, l'entourer, créer un réseau autour de lui et montrer son travail. Mais pour pouvoir montrer son travail, j'ai trouvé que les palais de Tokyo étaient les meilleurs partenaires pour ça. Il faut qu'il soit légitime. Pour qu'il soit légitime, j'ai créé ces comités. Ce sont des personnalités du monde de l'art qui restent 3 ans et qui j'échange régulièrement pour changer aussi les regards et qui donnent vraiment un poids légitime à ces choix. En fin de compte, je suis en train de montrer dans une institution publique. Je ne peux pas dire j'ai mon cousin à São Paulo qui fait des aquarelles, je vais le faire venir. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que ça soit légitime. Pour aider à ça, la 3e action de mon projet, qui peu de gens connaissent, c'est que ces institutionnels, je les prends une fois par an et je les amène dans un territoire dans le monde pour prospecter les artistes de ces territoires. C'est comme ça que nous sommes même allés en Syrie, au Liban, en Turquie. Et les derniers voyages que nous avons faits, c'était à la Biennale de Lubumbashi en RDC, où il y a une scène très intéressante. Mais très sincèrement, il n'y avait personne, il n'y avait aucune délégation française, rien du tout. On était les seuls institutionnels et bon, ce n'est pas vraiment mon rôle, mais pour dire à quel point c'est important aussi de déplacer les commissaires d'expo et les institutionnels pour aller voir ailleurs ce qui se passe, pour aider ces scènes-là. Je sais que c'est difficile pour un artiste de Lubumbashi d'être vu. Donc, il faut qu'on aille là-bas, qu'on les voit et qu'on puisse éventuellement les faire venir en France. Donc, c'est ça tout le travail des SAM. Et c'est pour ça que ces comités est tellement important parce que pour moi, qui ne suis ni historienne de l'art ni rien, mais juste une personne qui a une bonne volonté, de donner la légitimité à ces choix, au choix de ces artistes-là. Oui, merci Sandra. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Judith? Alors oui, effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes critères. Surtout que nous, on accompagne aussi bien des artistes qu'on a qualifiés d'artistes en devenir que d'artistes déjà confirmés, en tout cas dans leur pays. Souvent, ils ne sont pas du tout connus ici, mais ils peuvent, comme vous l'avez dit aussi, être très célèbres avant de partir dans leur pays respectif. Et donc, effectivement, les accompagnements ne sont pas du tout les mêmes. Accompagner un artiste en devenir, c'est aussi faire le pari de quelque chose. C'est l'aider à rentrer dans une école et puis voir comment petit à petit il va se développer, il va développer son art et comment il grandit d'une certaine façon, voilà, dans son parcours. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes critères. Néanmoins, la question de qu'est-ce que c'est qu'un artiste au regard de nos prismes à nous, c'est quand même une question qui est très intéressante parce qu'on s'aperçoit que si on prend des critères, en tout cas français, voire européens,
parfois on passe aussi à côté de certains savoir-faire qui ne sont pas du tout répertoriés de la même façon en France. Et donc, ça demande quand même, je pense, une reconsidération en fonction de l'endroit d'où vient la personne et de son parcours. Et nous, on a aussi été confrontés à quelque chose qui est assez intéressant, qui peut peut-être s'apparenter à ce qu'on appellerait de l'art brut, c'est-à-dire des personnes qui ont rencontré l'art sur leur chemin d'exil, qui n'étaient pas du tout formées à ça, et qui ont rencontré l'art par, voilà, je dirais, un choc de rencontre, comme ça peut arriver, et qui se mettent à faire une production qui parfois est très intéressante, qui est souvent en dehors des sentiers battus académiques, mais qu'il est aussi intéressant de considérer, comme on peut considérer voilà, des personnes qui font de l'art brut. Voilà, donc ça pose toutes ces questions-là, et c'est vrai que nous aussi, on n'a pas de date de sortie, puisqu'on n'a pas de notion de résidence, qu'on trouve que c'est important que les personnes ne partent pas dans le même état que dans celui dans lequel ils sont arrivés, que donc on souhaite que s'ils partent, ce soit pour des bonnes raisons. Et on a déjà des artistes qui ont fait un beau chemin. Par exemple, vous devez avoir entendu parler de Kubra Academy, qui est cette performeuse et plasticienne afghane qui maintenant est représentée par une galerie qui voilà, a fait une page dans Le Monde il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui est passé par chez nous, qui est aujourd'hui à la fondation Fomenko, qui a un vrai parcours, qui maintenant est autonome, suit sa carrière. Et dont j'ai 2 œuvres. Hein? Et dont j'ai 2 grandes œuvres. Eh ben, super, je vous envie. Donc voilà, Kubra, c'est vraiment quelqu'un qu'on a accompagné au départ et qui en même temps est toujours là, qui revient régulièrement faire des choses avec nous. On a produit sa dernière performance collective aux Subsistances à Lyon. Voilà, donc on est dans un rapport comme ça qui, en fait, on n'arrête pas de se poser des questions en permanence parce qu'on trouve que d'avoir comme ça quelque chose qui serait trop figé, en fait, est trop en dissonance avec le parcours de chacun des individus. Et je sais qu'à la Cité internationale, parfois, elle a ce même type de problème, notamment quand ce sont des artistes qui viennent avec des situations d'urgence. C'est peut-on demander aux personnes de partir si leur situation n'a pas évolué entre le moment où ils sont arrivés et le moment où la résidence officiellement s'achève? Et ça, c'est une vraie question. Et c'est une question qui est hyper complexe parce qu'évidemment, à un moment donné, on peut arriver à une forme d'embouteillage parce que ça met du temps, ça met beaucoup de temps et que le temps est différent pour chacun d'entre eux. J'ai lu, je ne sais plus où, qu'une vraie intégration, ça me demandait 9 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente. Judith, vous avez été créée il y a 4 ans, vous avez créé votre atelier il y a 4 ans. Vous avez des personnes qui sont arrivées il y a 4 ans et qui sont toujours là? Oui, absolument. Mais qui ont vraiment fait un joli parcours. Après, voilà, on est dans des choses assez informelles. Je dirais que chaque relation est différente. Donc, on a des artistes qui sont partis parce maintenant, ils enseignent en école d'art, mais ça ne nous empêche pas de les inclure dans des projets au long cours, de leur proposer de participer à une exposition, de revenir, de faire un workshop. Voilà, Kubra, elle était là l'autre jour parce qu'elle faisait un workshop avec des personnes à l'atelier. Donc, il n'y a jamais on n'est pas non plus dans la rupture, je dirais catégorique, sauf s'il y avait une mésentente beaucoup plus profonde, mais qui n'est pas liée au parcours. On reste lié, et puis après, chacun aussi à sa façon et entretient sa relation à sa façon à l'atelier. Il y a des personnes qui sont très présentes, très engagées, des personnes qui sont engagées à un moment donné, qui prennent de la distance, qui reviennent. Il y en a qui viennent juste pour une chose en particulier. Et donc voilà, chacun, je dirais, à sa façon aussi d'envisager comment il est à l'intérieur de ce projet. Donc là, c'était les artistes en exil qui, a priori, malheureusement, n'ont pas de perspective de retour, en tout cas pas avant longtemps. Je voudrais revenir rapidement à votre projet, Johanna et Tarek, qui est lui plutôt d'aider les artistes donc à revenir. Et je sais que c'est aussi la préoccupation de Marie. Ça va être très difficile d'avoir un artiste en France qui passe 1 mois, 3 mois et qui retourne dans un pays qui est, comme nous le savons tous malheureusement, situation de très grande
fragilité aujourd'hui. Comment allez-vous faire? Vous pensez que ça va... L'idée, c'est de développer aussi un accompagnement au Liban avec un écosystème au Liban. Que nous, Maria, en fait, nous c'est plutôt les résidences, c'est pas vraiment ce dont on s'occupe. C'est-à-dire que nous, on va venir en complément si quelqu'un est en France, mais aussi beaucoup de gens du Liban. On aide des gens qui sont sur place. D'abord, nous, il n'y a pas du tout de sélection. Les gens remplissent un petit formulaire avec une question, un besoin, un avis, une demande, et puis nous, on va traiter tous ensemble ou chacun individuellement, ça dépend de nos compétences, on va traiter cette demande. Et en fait, l'idée n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont forcément en France et il faut qu'ils reviennent, ou ils peuvent être à Beyrouth, ils peuvent être à Paris, en France. Ça dépend, chaque cas est différent et bientôt, j'espère aussi qu'ils seront dans d'autres lieux à travers le monde. Mais si tu veux, c'est-à-dire que l'idée n'est pas qu'ils sont là et on va les aider à rentrer. L'idée, c'est qu'ils ont quelque chose, une demande, un besoin, et on va essayer d'aider à répondre à ce besoin, en fait, ou à brainstormer même parfois avec eux, à réfléchir avec eux, à se dire, tiens, ce serait intéressant. Sélection, en l'occurrence, comment tu peux décider qu'ils sont artistes? Ce sont les personnes qui vivaient de leur art avant... comment définit-on un artiste? Parce qu'il y a des artistes du dimanche. Est-ce que c'est une personne qui vivait de son art, qui aujourd'hui, qui est dans votre champ d'action? Qui est artiste? Celui du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous, c'est tous les jours. Et où vit-on de son art en tant qu'artiste? C'est aussi la question. Oui, certes, mais quand je dis vivre de son art, oui, c'est vrai, ça aussi, c'est que... Alors, comment faites-vous pour décider qui est aujourd'hui à même d'être accompagné? Ceux qui ne veulent pas faire autre chose que de faire de l'art. C'est pas... Oui. Je pense pas, moi, pardon, si je peux me permettre... Oui, c'est une bonne manière de définir. Décider, dans notre cas, c'est juste d'être à l'écoute, même si c'est des gens qui font de l'art de temps en temps, mais qui ont une pensée ou un attachement sérieux à une pratique. Pour moi, ça reste, c'est des personnes à écouter, qui méritent pleine attention. Il n'y a pas de qui est pleinement artiste. Ce que Judith nous a décrit, ce que Sandra nous a aussi décrit, le parcours d'un artiste et comment on devient artiste, c'est quelque chose de très complexe. Et il faut rester ouvert et sensible à ça aussi. Je pense que oui, on ne définit pas les choses. C'est complexe et je crois que nous, on est juste à l'écoute de ce que les autres nous disent et on ne va pas... ça se ressent tout de suite quand quelqu'un a une vraie recherche, un vrai besoin. C'est ça, on est là à l'écoute d'une vraie recherche. C'est-à-dire, vous savez, moi, j'ai fait un film dans un camp de détention et les personnes qui étaient dans ce camp de détention qui était très dur au sud du Liban, elles ont survécu en créant de façon clandestine des œuvres d'art, d'après elles. Moi, je ne les définis pas. Elles n'ont fait cet élan artistique n'a été fait que durant ce très long d'ailleurs moment entre 6 et 10 ans où elles étaient dans ce camp de détention. Avant et après, elles ne se considèrent pas comme des artistes. Elles n'ont pas eu recours à ça. Mais elles ont eu recours à ça juste durant ce temps. Donc, on peut être un artiste à un moment dans sa vie, on peut être un artiste toute sa vie, on peut avoir une demande à un moment. Moi, je ne définis pas les choses, en tout cas dans l'absolu, et sûrement pas là. Marie, je crois que vous voulez dire quelque chose, mais vous êtes sur mute. Oui, non, parce que j'attendais que vous me donniez la parole. Je voulais juste rajouter que c'est vraiment une question intéressante et que il n'y a pas de réponse absolue, je suis d'accord, mais que nous, le sentiment qu'on a, c'est que en allouant une résidence à une personne, on lui donne une reconnaissance d'artiste. Au moins pendant le temps de la résidence, peut-être qu'il a fait autre chose. Et il y a beaucoup de cas en fait où il y a des gens qui se sont consacrés à l'art pendant une certaine période, qui ensuite, pour des raisons économiques, ont dû faire autre chose parce qu'elles n'avaient pas le choix pendant un an. Et le fait que
nous, on se base sur leurs travaux, sur les partenariats qu'ils ou elles ont noués avec des acteurs au Liban. Voilà, on se base vraiment sur ce qu'elles ont fait. On ne se base pas sur savoir si c'est leur revenu principal ou pas. Mais au moment où on prend en considération leur parcours, leur projet, enfin leur parcours artistique, leur projet en France, et où on se dit, oui, cette personne-là, elle peut gagner à aller faire cette résidence en France, elle peut apporter aussi en France, pendant ce temps-là, on le reconnaît 100% comme artiste. Et ça, on a senti que c'était très important aussi dans le parcours identitaire. Pour terminer sur cette question-là, qui est effectivement une question compliquée, je pourrais peut-être résumer simplement en vous demandant est-ce que il vous est arrivé de refuser certaines personnes qui ne vous semblaient pas être dans votre cible? Alors, peut-être oui, je pense que la question pour nous à NAFAS, elle a beaucoup d'ampleur parce que c'est un programme, comme je vous le disais, qui est ouvert pour 100 places. Et encore, dans la réalité, c'est qu'il y a déjà des résidences qui avaient été attribuées par des appels d'offres précédents. Mais là, pour un appel d'offres, l'appel d'offres principal qui concerne 60 places, on a reçu 228 candidatures. Ah oui. Forcément, il y a une sélection et évidemment, chaque année, il y a une sélection. Et cette sélection, c'est compliqué à faire. Je pense qu'en année normale, sur des programmes beaucoup plus petits, nous, d'habitude, c'est 5, 7 artistes qu'on envoie par an à l'Institut français du Liban. Ça se fait beaucoup, c'est du sur-mesure, c'est chaque projet, chaque artiste, on l'accompagne, on regarde son projet, on est en contact avec plusieurs structures en France. Je crois qu'il y a toujours une question de matching, il y a toujours une question d'association, est-ce que l'alchimie peut se faire ou pas? Et là, pour nous, cette année, comme on a eu cet effet de masse et qu'avec un programme de 100 résidents, on s'est aussi donné des critères un peu plus politiques, si je puis dire, simplement en termes d'ouverture. On a voulu que ça soit qu'il y ait une diversité des disciplines, qu'il y ait une diversité aussi géographique autant que possible, pas tout concentrer sur Beyrouth, mais laisser sa chance à des artistes de l'ensemble du Liban. Regarder quand même aussi au niveau équilibre homme-femme ce que ça donnait. Voilà, c'est des critères qu'on va, puisqu'on est en cours de sélection, mais qu'on a recommandé au comité de sélection d'essayer de prendre en compte dans la mesure où cette année, on a vraiment un volume important. Et je crois qu'il n'y a que ce volume qui permet de croiser différents critères, sinon ça devient trop difficile. Enfin, c'est ce que je pense. Et je ne sais pas si d'autres peuvent peut-être répondre à cette question. Comment refuser certains artistes? Judith, je suis sûre que la question se pose. Oui, ça se pose. En fait, nous, on doit faire parfois la différence entre... Alors, il y a la question de l'exil, puisqu'il y a des personnes qui viennent vers nous parce qu'ils souhaiteraient avoir accès à un espace de travail gratuit, puisque nous, on est vraiment dans la gratuité totale des services qu'on apporte aux artistes. Et donc, sans remplir, en tout cas, forcément, et ce n'est pas forcément des artistes en exil, ça peut être juste des artistes étrangers. Et il y a la question, effectivement, de leur rapport à l'art. Et on a parfois une confusion entre des migrants qui voudraient faire de l'art et des artistes. Voilà, donc c'est vraiment, moi je parle souvent d'obsession ou de choses qui en sont envahissantes. Alors ça, maintenant, on sait répondre à ça puisqu'on a lancé un programme de médiation culturelle qu'on n'a pas développé autant qu'on voudrait à cause de la pandémie, mais qu'on a quand même pu faire beaucoup en direction de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire tous ces mineurs qui arrivent sur le sol français sans leurs parents et qui sont malheureusement assez livrés à eux-mêmes et avec vous savez, ce chantage à la minorité. Donc, on a lancé un gros programme d'action, d'ateliers de pratiques culturelles en direction de ces jeunes, en se disant que les artistes en exil étaient souvent des médiateurs formidables parce qu'ils avaient souvent connu le même parcours et donc il y avait un travail de médiation qui n'était pas nécessaire à faire
Et en fait, les jeunes comprennent très bien à qui ils ont affaire aussi quand ils sont en face des artistes en exil. En tout cas, tous les artistes qui souhaitent animer ces ateliers le font. Ça marche très bien. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup développer maintenant en espérant que les temps meilleurs nous permettent de pouvoir ouvrir plus au public, puisqu'on a tous été privés de public. Afin effectivement de répondre aussi à cette demande, parce qu'il y a un certain nombre de migrants qui voudraient avoir, notamment pendant la période, une fois de plus, de demande d'asile, qui est une période très pénible, très longue d'attente, où on a le droit de rien faire, puisqu'on n'a pas le droit de travailler, où on pourrait effectivement dispenser un certain nombre de cours, d'ateliers de pratiques artistiques, ce qu'on fait déjà dans certains lieux d'accueil de primo-arrivants. Et ça, on essaye de répondre comme ça, mais souvent, donc, il y a des confusions. Donc dans ces cas-là, on dit non, que c'est pas ça en fait. Nous, on veut vraiment accompagner des personnes qui ont décidé que c'était vraiment central dans leur vie. Et souvent, on refuse souvent à cet endroit-là en fait, quand il y a une forme de confusion. Tout en se disant qu'évidemment, on n'a pas non plus envie de fermer la porte à ceux qui souhaiteraient avoir une pratique. Bien, mais écoutez, on a encore peut-être quelques minutes. Je vais demander à Sandra, parce qu'on parle de sélection, juste pour nous donner une idée du nombre d'artistes qui se présentent tous les ans à la fois au prix et aux résidences par rapport au... Ils ne peuvent pas se présenter aux résidences. Ah, ça ne se passe pas comme ça, d'accord. Non, chaque membre du comité va proposer un candidat. Donc, à chaque réunion, nous avons 8 candidats et on va voter pour choisir qui va venir. Mais ils ne peuvent pas se proposer. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est aborder un des membres du comité et dire « J'aimerais bien que tu me proposes, j'aimerais bien venir. » Mais ils ne peuvent pas. Par contre, les prix, oui. Les prix, les artistes envoient des dossiers. On reçoit un certain nombre de dossiers qu'on va relire. Il y a des dossiers qui ne sont pas dans les règles, parce qu'il y a un règlement, bien sûr. Donc, mais parfois, les gens ils décident d'envoyer quand même, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, on enlève tout ça. Et ceux qui sont complètement dans les règles, on envoie aux membres du comité qui vont donc lire et faire leur choix, vont voter. Et sur ça, on va sortir 5 finalistes. Et après, il y a un qui va être choisi. Et c'est les mêmes comités qui choisissent les résidents, qui choisissent les prix. Il faut avoir plus de 25 ans, il faut avoir une galerie et il faut avoir une destination à un pays non européen. Et on vient d'ouvrir l'appel à projet pour cette année. Voilà. Marek voulait dire quelque chose, mais il a changé d'avis. Non, il a un appel. Juste pour dire, nous, pourquoi il n'y a pas de sélection, moi je comprends très bien qu'il y en ait dans les autres, dans toutes les autres initiatives. Nous, en fait, c'est simplement parce que je crois que les gens parfois sont un peu fatigués de remplir des dossiers, d'être refusés ou acceptés. Il y a cette crainte. Donc, c'est pour ça que nous, on a cette conversation, parce qu'aussi notre aide, elle est très différente. Elle n'est pas justement du même ordre d'accompagnement. C'est un accompagnement plus de conversation, d'échange, donc c'est plus simple aussi de ne pas sélectionner et d'avoir de se dire il y a toujours quelqu'un pour répondre à ce besoin, que ce soit dans nos correspondants qui sont, comme disait Stella, assez nombreux, très différents, que ce soit nous, que ce soit entre eux, on peut mettre des personnes en relation. Donc c'est vrai que la sélection, on ne voulait pas, parce qu'on ne voulait pas avoir des critères, on est nous-mêmes artistes, on sait combien c'est compliqué aussi parfois de se sentir jugé ou de se sentir... donc, c'est pour ça aussi. Mais c'est vrai que c'est un accompagnement d'un autre ordre. Oui, mais il y a un moment où ça s'impose, tout simplement parce que on ne peut pas accompagner tout le monde et vous aurez peut-être à gérer quand même un moment ou un autre. On n'en est pas là. On n'arrive pas à accompagner tout le monde. Si vous développez en dehors du Liban, en dehors de la France aussi, donc... Ça viendra. Mais on essaiera de garder de rester très large. Je ne sais pas si vous avez d'autres
points que vous souhaitez ajouter les uns et les autres immédiatement? Parce que moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on a une sélection d'actions qui sont très complémentaires et qui sont toutes très inspirantes et honnêtement, qu'on ne peut que admirer. Il y en a évidemment des centaines d'autres qui sont du même ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains d'entre vous ne vous connaissiez pas avant, même si Sandra a découvert qu'elle connaissait les ateliers d'artistes en exil, qu'elle a déjà acheté des œuvres de 2 artistes au moins qui étaient accompagnés par Judith. Au moins. Parce qu'elle a probablement d'autres. Je dois dire d'ailleurs que Judith nous a dit juste avant qu'il y a 2 journées de portes ouvertes demain et après-demain, donc qui sont une occasion de connaître l'atelier, qui d'ailleurs est tout près de la Bourse du Commerce. Pour ceux qui ont la chance de visiter la Bourse du Commerce ce week-end, ils peuvent marcher 10 minutes de plus, je crois, c'est ça, pour aller voir l'atelier des artistes en exil et voir. Je vais essayer de faire ça d'ailleurs ce week-end. Et voir l'œuvre de Tarek. Hein. Voir l'œuvre de Tarek. À côté, oui, à la Bourse du Commerce. Oui. Je ne sais pas si Tarek nous entend. Et en tout cas, c'est important, je pense, entre vous. Il est là. Oui, je suis là, mais pardon, je dois partir de mon côté. Excusez-moi, je suis en déplacement, en fait. Et je dois prendre l'avion dans pas longtemps. Donc, voilà, je vous quitte, mais je vous remercie toutes pour ça. Merci, Tarek. Merci. On a vu le beau ciel bleu derrière toi. Voilà. C'est rare, oui, non, mais vraiment, oui, je suis content, j'ai eu un peu droit à ça et vraiment bravo à toutes pour vos initiatives et on continue. Voilà, et en tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut remercier Ménart de nous avoir donné la parole. Au revoir, Tarek. Au revoir. Sur des sujets qui sont douloureux pour beaucoup d'artistes qui sont accompagnés par vous aujourd'hui, qui le sont moins peut-être pour les artistes accompagnés par Sandra, quoique un artiste, quoi qu'on en dise, est une personne, on sait, qui a souvent beaucoup de fragilité et qui a besoin d'être accompagnée, même si elle n'est pas en détresse ou en exil. Donc, voilà, c'est une population qui a ses spécificités et il y aura, j'espère, toujours beaucoup de personnes comme vous pour être à leur côté. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose avant qu'on mette fin à cette table ronde. Bien. Écoutez, merci à toutes. Pardon, Johanna, oui. Je voulais d'abord vous remercier toutes et je trouve que c'est formidable tout ce qui est fait en fait pour aider. Et je pense que ce qui était le plus important dans toute cette conversation aussi, c'est de se rendre compte que chaque aide est apportée à un individu spécifique avec ses besoins, sa situation, et chacun l'a dit, sortir de l'invisibilité ou sortir de tout court, mais c'est un accompagnement individuel qui est fait. Et ça, c'est très important, je pense, parce que vous l'avez répété constamment et c'est ce que je ressens aussi. Et ça veut dire aussi que ce sont des rencontres. Et ces rencontres sont extrêmement importantes dans les 2 sens. Voilà. Tout à fait. Merci, Johanna. Je pense que c'est un beau mot pour la fin. Donc, on va rester là. Merci Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous. J'étais ravie de vous rencontrer à distance. Ouais. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.